C'était le 24 décembre, un soir d'hiver clair et glacé, celui où les lumières des maisons rivalisent avec les étoiles. Dans la mienne, il n'y avait qu'une lampe allumée et un plat de soupe encore chaud sur la table. Je l'attendais. Marc, mon fils, devait passer avant le dîner familial. Juste 5 minutes, avait-il dit au téléphone. Je croyais qu'il venait m'apporter des fleurs, ou peu, être les cadeaux des petits-enfants qu'il gardait toujours chez lui, pour ne pas les abîmer. Mais quand j'ai entendu sa voiture se garer devant la maison, j'ai su, sans savoir pourquoi, que quelque chose allait basculer. Il est entré, sans enlever son manteau. Ses joues étaient rouges de froid, mais son regard, lui, était glacé. Il n'a pas souri. Il a juste sorti de sa poche un trousseau de clés, les miennes. Les vieilles clés de la maison, celles qu'il gardait au cas où. Je voulais te les rendre, maman. Je les regardais, un peu interdite. Mes clés? Oui, c'est mieux ainsi. Claire préfère. Enfin, tu sais. Je ne sais pas. Justement. Il a soupiré, visiblement pressé d'en finir. C'est juste, pour clarifier les choses. On préfère que tu préviennes avant de passer, dorénavant. Tu comprends? Je suis resté immobile, le trousseau suspendu entre nous, comme une gifle en métal froid. Je ne viens jamais sans prévenir, Marc. Oui, mais... C'est symbolique. On veut éviter les malentendus. Claire dit que c'est mieux pour tout le monde. J'ai voulu répondre, mais ma voix est restée coincée dans ma gorge. Il m'a tendu les clés. Et puis, comme s'il avait voulu adoucir la cruauté du geste, il a ajouté cette phrase, simple, tranchante. Tu comprendras un jour. Je ne sais pas si c'est la phrase ou la manière dont il l'a dite qui m'a brisé. Ni l'un ni l'autre n'était crié, juste définitif. Je les ai prises, ces clés, sans un mot. Elles étaient froides dans ma main, comme si elles venaient d'un autre monde. Je les ai posées doucement sur la table, à côté de l'assiette vide. Marc a regardé la pièce autour de lui, les guirlandes de papier accrochées au buffet, le vieux sapin de Paul encore debout dans le coin, les bougies rouges, la nappe blanche. Tout respirait Noël. Mais entre nous, il n'y avait plus rien à fêter. « Tu restes dîner ?» ai-je murmuré, comme une tentative de normalité. « Non, on va chez Claire, les enfants attendent. On t'appelle demain, d'accord ?»« Demain ?» ?»« Oui, pour te souhaiter Noël. Demain. » Comme s'il n'était déjà plus là, déjà ailleurs. Il s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est tourné une dernière fois. « Ne sois pas triste, maman. Ce n'est pas contre toi. C'est juste l'évolution des choses. » L'évolution des choses. J'ai entendu la portière se refermer, le moteur démarrer, puis le bruit de la voiture s'éloigner sur la route humide. Et j'ai compris que cette fois, ce n'était pas une absence passagère. C'était une séparation scellée par des clés. Je me suis assise. Les clés étaient là, au milieu de la table, ternes sous la lumière jaune. C'était étrange. Elles avaient toujours symbolisé la confiance, la continuité. Et maintenant, elles marquaient la fin de quelque chose. Je les ai prises dans ma main, une par une. Je reconnaissais leur forme au toucher. La grande pour la porte d'entrée, la plus fine pour le garage, la petite ronde pour la remise. Je me souvenais du jour où je les avais données à Marc, le jour où il avait acheté sa première voiture. Il avait 20 ans, il riait encore avec les yeux. « C'est au cas où tu as besoin d'entrer », je lui avais dit. Et il avait répondu « Je viendrai souvent, maman. » Souvent. Le mot résonnait maintenant comme un mensonge sans intention. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. La nuit tombait sur le jardin, et la neige commençait à tomber, légère, silencieuse. Chaque flocon semblait se poser sur ma peau comme un rappel du froid qui s'installait aussi en moi. Au loin, les maisons des voisins brillaient de lumière, de rires, de chants. La mienne, elle, n'émettait plus que le cliquetis de 3 clés inutiles sur une nappe blanche. Je me suis revue des années en arrière, la première fois qu'il avait fêté Noël chez nous avec Claire. Elle m'avait appelée « belle maman » avec une douceur étudiée, m'avait aidé à dresser la table, à découper la bûche. Je l'avais trouvée charmante. Je n'avais pas encore compris. Les clés. Ce soir-là, elles n'étaient pas seulement du métal. Elles étaient un verdict. On ne rend pas des clés pour clarifier. On les rend pour rompre, pour tracer une frontière invisible. Ta maison, ma maison, ton monde,
Le nôtre? Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis allée dans le couloir. J'ai ouvert le vieux tiroir du buffet et j'y ai déposé le trousseau. Le bruit du métal contre le bois a résonné dans toute la pièce, sec, définitif. Puis j'ai allumé une bougie. C'était un réflexe, un geste pour Paul, pour les Noëls d'avant. La flamme vacillait, hésitante, comme moi. Sur la table, j'ai pris mon carnet vert et j'ai écrit « 24 décembre ». Il m'a rendu mes clés. Ce n'est pas une rupture, c'est une destitution douce. J'ai perdu un droit que je n'avais jamais demandé, celui d'appartenir. Je suis restée là longtemps, à relire ces mots, à écouter le silence s'installer. Le vent soufflait dehors, mais à l'intérieur, tout semblait arrêté. Et dans ce silence, je l'ai entendu encore me dire « Tu comprendras un jour ». Alors j'ai murmuré à voix basse, presque en réponse « Peut être. Mais ce ne sera pas toi qui me l'expliqueras. » Les clés. Avant d'être un objet, c'était un symbole. Le bruit d'une clé dans une serrure a toujours eu pour moi la musique de la confiance. Quand Paul et moi avons emménagé ici, dans cette maison encore nue, le trousseau tintait dans sa poche comme un talisman. Il disait toujours en riant « Tu vois, Jeanne, tant qu'on a les clés, on a un chez nous. » Et je le croyais. Parce qu'à l'époque, tout était simple. Une serrure, une porte, une promesse. Nous avions acheté ce terrain en 1972. Un rectangle de terre battue, sans clôture, au bord d'un chemin. Paul y voyait déjà la Maison Blanche avec des volets bleus dont il rêvait depuis toujours. Moi, je n'y voyais qu'un champ de boue et d'efforts à venir. Mais il avait ce regard, celui qui transforme les projets en certitude. Alors, j'ai suivi. Pendant des mois, il a travaillé tous les week-ends. Des amis venaient l'aider à monter les murs, à couler la dalle. Moi, je faisais le café, je préparais les sandwichs, et le soir, on restait dehors à regarder le ciel, les mains sales de ciment, mais le cœur plein. Un soir d'automne, Paul m'a tendu une petite clé brillante. « Tiens, c'est la première. Celle de la porte du garage. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le début. » J'avais souri, ému. Je l'ai accrochée à mon porte-clés comme un bijou. C'était notre première maison, notre premier nous. Les années ont passé. Marc est né en février 1975, un matin de neige fondue. Le jour où je l'ai ramené à la maison, Paul avait décoré la porte d'entrée avec une guirlande de papier et un mot. « Bienvenue chez toi ». Je m'en souviens encore. Il pleuvait, et la clé tournait difficilement dans la serrure parce qu'elle était neuve, un peu raide. Mais ce geste ouvrir une porte avec un enfant dans les bras, c'était le commencement de tout. Chaque clé avait son histoire. Celle du portail, Paul l'avait façonnée lui-même avec un vieil artisan du village. Celle de la remise, il l'avait offerte à Marc pour ses 10 ans, pour qu'il ait son royaume. Et quand, adolescent, il rentrait plus tard que prévu, le simple bruit de la clé dans la serrure suffisait à me rassurer. Je me disais, il est rentré, il est là. C'était le son du retour, le son du lien. Les Noëls d'alors étaient pleins de vie et de lumière. Je préparais les décorations dès la mi-décembre. Paul allait chercher le sapin avec Marc, et il revenait les joues rouges, couverts d'aiguilles. Je faisais des biscuits, et l'odeur de vanille et de cannelle emplissait la maison. Paul ouvrait les bouteilles. Marc accrochait les boules. Et moi, je chantonnais. Nous étions pauvres, oui, mais nous ne manquions de rien. La maison, nourrir, les clés sur le buffet, c'était tout ce qu'il fallait pour être riche. Un soir, Marc avait 6 ans. Il m'a dit « Maman, pourquoi tu fermes toujours la porte à clé, même la nuit ?» Je lui avais répondu « Parce qu'on ferme ce qu'on aime, pour le protéger. » Il avait ri, sans comprendre. Mais moi, je savais que c'était vrai. Fermer une porte, c'était retenir la chaleur, les voix, la vie. Quand Paul est mort, 20 ans plus tard, j'ai gardé ses clés dans un petit coffret de bois. Je ne pouvais pas me résoudre à les ranger ailleurs. C'était comme garder encore un peu de lui dans la main. Il y avait celle de la cave, celle de la boîte aux lettres, et celle, minuscule, du tiroir de son bureau. Chaque fois que je les touchais, j'entendais encore son pas dans le couloir, son rire étouffé, le bruit du métal contre sa paume. Après son départ, Marc venait souvent. Il entrait sans frapper, comme avant.
Je laissais toujours la clé sous le pot de fleurs, au cas où. Il disait « Maman, tu devrais la garder sur toi, c'est imprudent. » Mais je ne pouvais pas, parce qu'au fond, tant que cette clé restait là, il y avait encore un peu de nous trois. Un fil invisible qui tenait. Les années ont effacé les rires, un par un. Le sapin est devenu plus petit, les guirlandes plus ternes. Marc, lui, est devenu un homme occupé. Un jour, il a dit « Tu sais, maman, il faudrait que tu me donnes un double de toutes les clés. Ce sera plus pratique. » Je l'avais fait, sans réfléchir. Par amour, par confiance, par habitude, je ne savais pas encore que ce double deviendrait un mur. Maintenant que j'y repense, tout était déjà là, dans ce simple échange. La clé donnée, c'était un pouvoir transmis. Et quand il me les a rendus, la veille de Noël, c'était un pouvoir retiré. Un geste inversé, presque solennel, mais cruel dans sa politesse. Je crois que pour lui, c'était anodin. Un acte d'organisation, de modernité, comme ils disent. Mais pour moi, c'était une mutilation invisible. Il ne m'avait pas seulement rendu un trousseau, il m'avait ôté ma place dans leur monde. En relisant mes vieux carnets, j'ai retrouvé une note de Paul, écrite à la hâte sur un bout de papier jauni. Ne jamais donner les clés sans savoir si on pourra les reprendre. Je ne sais plus dans quel contexte il avait écrit cela. Peut être en plaisantant, peut être sérieusement. Mais ces mots, maintenant, résonnaient comme une prophétie. Le soir, j'ai ressorti le coffret de bois. J'y ai déposé les clés que Marc m'avait rendues, à côté de celles de Paul. Elles étaient toutes là, réunies, inutiles et pourtant pleines de mémoire. Je les ai effleurées du bout des doigts, et j'ai murmuré « Voilà, mes amours. » Tout est revenu à sa place. Je n'étais pas encore en paix, non, mais je commençais à comprendre que reprendre ses clés, c'est parfois reprendre sa liberté, même quand on ne l'a pas demandé. Le rejet, dans les familles, ne se déclare jamais franchement. Il s'installe comme la buée sur une vitre, lentement, insidieusement, jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien au travers. Chez moi, il s'est glissé d'abord dans la voix de mon fils une légère impatience, une façon nouvelle de me parler, comme à quelqu'un qu'on ménage pour ne pas le froisser. Au début, j'ai cru que c'était moi, que j'étais trop sensible, trop exigeante, trop présente. Mais très vite, j'ai compris que quelque chose avait changé de camp. Marc et Claire ne venaient plus dîner aussi souvent qu'avant. Les invitations sont devenues rares, puis floues, puis conditionnelles. On verra. Ça dépend des enfants. On est crevé. Tu comprends. Les phrases s'empilaient comme des barrières invisibles. Je ne leur en voulais pas encore. Je voulais seulement qu'ils existent près de moi, même de loin. Un dimanche, je les avais invités à déjeuner. J'avais préparé un rôti, dressé la table avec soin, comme autrefois. À midi, pas de nouvelles. À 12h30, un message. « Désolée, maman. Claire a un mal de tête. On reste tranquille à la maison. On t'appelle demain. » Le lendemain, personne n'a appelé. J'ai rangé les assiettes propres, remis le rôti au réfrigérateur et j'ai noté dans mon carnet. Le silence est un plat qu'on finit toujours par manger seul. L'été suivant, j'ai proposé de venir garder les enfants pendant leurs vacances. Marc avait répondu avec ce ton mi-distrait, mi-gêné. « C'est gentil, maman, mais Claire préfère qu'ils aient leur rythme. Et puis, tu sais, ils sont grands maintenant. » J'ai compris le sous-texte. Ta présence dérange l'organisation. Et pour une femme qui avait passé 40 ans à tout organiser pour les autres, c'était une phrase plus cruelle qu'un reproche. Peu à peu, les rôles se sont inversés. Là où autrefois, c'était moi qui m'inquiétais pour lui, c'était désormais lui qui me parlait comme à une enfant fragile. Tu fais attention quand tu sors? Tu manges bien? Tu veux que je t'installe un système d'alarme? Au début, j'y voyais de la tendresse. Puis j'ai senti la pitié derrière. Une pitié polie, bienveillante mais humiliante. Et surtout, il y avait Claire, toujours souriante, mais avec cette manière subtile de redresser chaque phrase, de reformuler mes propos pour les rendre plus raisonnables. Quand je disais « Marc ne vient plus beaucoup », elle répondait « Mais si, il appelle souvent ». Quand je faisais remarquer que les enfants grandissaient trop vite, elle ajoutait « C'est normal, Jeanne. Tu vois moins bien le temps passer, c'est tout. » Tout était toujours normal.
Et moi, petit à petit, je devenais anormale. Un jour, j'ai eu l'audace de leur proposer de passer le réveillon chez moi. Rien d'extraordinaire. Un repas simple, une table décorée, un feu de cheminée. Marc a esquivé. On ne sait pas encore. On a peu, être une invitation chez des amis. On te dira, comme si ma maison n'était plus un refuge, mais une option parmi d'autres. Le soir même, j'ai ressorti un vieil album photo. Marc, petit garçon, le visage barbouillé de chocolat, posant fièrement devant le sapin. J'ai caressé la photo du bout des doigts et j'ai murmuré « Où es-tu passé, mon fils ?» Les appels, eux aussi, ont changé. Ils ne commençaient plus par « Comment tu vas ?» mais par « Tu voulais quelque chose ?» Je devenais celle qu'on rappelle, qu'on expédie, qu'on rassure vite avant de raccrocher. Une fois, je lui ai dit « Tu me manques, Marc ». Il a ri doucement. « Tu dramatises, maman. On ne se voit pas 3 jours, et tu fais déjà une tragédie. » Je me suis tue. Ce mot « tu dramatises » venait d'installer une frontière que je n'oserais plus franchir. Même dans leurs gestes, je sentais la distance. Quand je venais chez eux, Claire me retirait le manteau comme on aide une vieille dame, pas une belle-mère. Les enfants me faisaient la bise en courant vers leurs écrans. Et Marc, lui, jetait un coup d'œil à sa montre toutes les 10 minutes. Au bout d'1 heure, il disait « Bon, maman, on va te raccompagner. » Et je répondais « Docile. » Oui, bien sûr. Je faisais semblant d'être fatiguée. En réalité, c'était eux qui étaient fatigués de moi. Mais la première vraie alerte, celle qui m'a glacée, c'était un samedi d'octobre. J'avais perdu un double de ma clé de boîte aux lettres. J'ai appelé Marc pour lui demander s'il l'avait gardée. Il m'a répondu, sans hésiter. « Je crois que Claire l'a rangée quelque part, mais c'est mieux si tu nous laisses la tienne. On gérera le courrier, ce sera plus simple. » Ce sera plus simple. Encore ces mots. Toujours. Pour simplifier. Simplifier, c'était leur manière élégante de dire écarté. J'ai refusé doucement. Non, merci, Marc. J'aime bien ouvrir ma boîte moi-même. Il a eu un petit rire. Comme tu veux. Mais ne te plains pas après, si tu perds encore des papiers. J'ai raccroché. Et pour la première fois, j'ai senti une colère claire, propre, lucide. Pas contre lui, contre moi. Parce que je venais de comprendre que j'avais passé des années à remercier pour ce qu'on me retirait. Le soir, j'ai écrit dans mon carnet vert. Ce n'est pas qu'il m'oublie, c'est qu'il s'habitue à mon absence. Et c'est pire. L'hiver suivant, tout était prêt pour qu'il me rende mes clés. Je le sais maintenant. On ne se débarrasse jamais d'une mère d'un seul geste. On la retire d'abord des habitudes, des repas, des projets. On l'efface doucement du décor pour que sa disparition paraisse naturelle. Et moi, sans m'en rendre compte, j'étais déjà sortie du cadre. Quand il a prononcé cette phrase « Tu comprendras un jour », je l'avais déjà comprise depuis longtemps. Il y a toujours un moment précis où la douleur cesse d'être floue. Un instant où la brume se dissipe, où l'on comprend que ce n'est plus un malentendu, ni une maladresse, que c'est une volonté. Chez moi, ce moment a eu lieu un matin de mars, dans une enveloppe beige, venue par la poste. Le facteur l'avait glissé dans ma boîte aux lettres, comme n'importe quel courrier administratif. Le cachet portait l'adresse d'un cabinet de gestion immobilière à Caen. J'ai cru d'abord à une erreur, mais le nom inscrit en haut Lemoine. Jeanne ne laissait aucun doute. Je me suis assise à la table, j'ai découpé le bord avec mon vieux coupe-papier en argent, celui de Paul. À l'intérieur, il y avait une lettre froide, polie, juridique. Madame, suite à l'entretien avec Monsieur et Madame Marc Lemoine, nous vous prions de bien vouloir signer les documents joints relatifs à la mise en indivision simplifiée de votre bien immobilier, 6 à Saint-Aubin. Cette démarche, purement administrative, permettra d'assurer la gestion fluide et anticipée de votre patrimoine, conformément à votre intérêt et à celui de vos héritiers. Veuillez nous retourner les exemplaires signés avant le 30 mars. Sous la lettre, un contrat, dactylographié, sec, précis. Une procuration partielle sur la maison, donnant à Marc le pouvoir de gérer, vendre ou louer en cas de nécessité. Pour simplifier, comme toujours, j'ai lu chaque mot. 2 fois, 3 fois. Les phrases se mélangeaient, mais un seul mot restait net. Vendre. Vendre la maison.
Ma maison. Celle que Paul et moi avions bâtie, mur après mur, pierre après pierre. Celle où Marc avait appris à marcher, à lire, à rire. Celle où j'avais enterré un chien, accroché des dessins d'enfants, fêté des anniversaires. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. L'air froid m'a fouetté le visage. Le jardin était là, fidèle, un peu fatigué, mais toujours debout. Et tout à coup, j'ai ressenti une nausée. Pas seulement de douleur de trahison. Je savais que Marc avait des soucis financiers. Je l'avais entendu, parfois, au téléphone, parler d'un projet immobilier, d'un prêt trop lourd, d'une opportunité à ne pas rater. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse aller jusque-là. Pas lui, pas mon fils. J'ai attendu quelques heures avant de l'appeler. Le téléphone a sonné longtemps. C'est Claire qui a répondu, d'une voix neutre. « Ah, Jeanne, tu as reçu le courrier ? » ?»« Oui. J'aimerais comprendre. » »« Mais il n'y a rien à comprendre, voyons. C'est juste une mesure de précaution, pour t'éviter des démarches plus tard. Tu sais, à ton âge, c'est plus sûr que Marc puisse s'occuper de tout. À ton âge. » Les mots sont tombés comme une lame. « Je ne t'ai rien demandé, Claire. » Elle a soupiré, ce soupir de lassitude qu'on réserve aux enfants butés. Marc voulait en parler, mais il avait peur que tu prennes ça mal. Tu dramatises toujours un peu, tu sais bien. Non, Claire. Cette fois, je comprends parfaitement. Elle est restée silencieuse quelques secondes, avant de lâcher. De toute façon, tout est prêt. Il ne manque plus que ta signature. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement raccroché. Le soir même, Marc m'a appelé. Sa voix était douce, presque trop. « Maman, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. C'est pour ton bien, pour éviter les complications. Si un jour il t'arrive quelque chose, tout sera déjà clair. Si un jour il m'arrive quelque chose. » J'ai répété la phrase lentement, comme pour en mesurer l'ironie. « Tu parles de ma mort, Marc ?» Il a hésité, gêné. « Mais non, enfin. Je parle d'organisation. C'est normal de prévoir. » « Prévoir quoi ? Ma disparition ? » Un silence. Puis cette phrase, insoutenable. « Tu comprendras un jour. » J'ai senti mon cœur se serrer. Mais pas de chagrin cette fois. De lucidité. Cette phrase, il me l'avait déjà dite. La veille de Noël. Et maintenant, je voyais enfin ce qu'elle cachait. Un projet soigneusement emballé dans des mots doux, un effacement déguisé en bienveillance. Je suis restée longtemps assise à la table, le contrat devant moi. Je regardais la ligne blanche au bas de la page, l'espace réservé à ma signature. Mon nom, imprimé en lettres noires. Et je me suis dit, ce papier, c'est ma disparition légale. Paul, s'il avait été là, aurait su quoi faire. Il aurait dit, ne signe jamais sans relire 3 fois, Jeanne. Alors j'ai relu. Et plus je lisais, plus je voyais clair. Les mots mandataire exclusif, délégation de gestion, cession possible. Tout était prévu pour me retirer la maison, doucement, proprement, administrativement. Je me suis levée, j'ai pris mon carnet vert, et j'ai noté 24 mars. Aujourd'hui, ils ont voulu transformer ma vieillesse en signature. Ils appellent ça de la prévoyance. Moi, j'appelle ça de l'effacement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise dans le salon, les mains autour d'une tasse de thé froid. J'ai pensé à Paul, à son rire, à ses clés, à cette maison qu'il voulait pleine de voix, même quand on ne sera plus là. Et j'ai pleuré, non pas de chagrin, mais de honte. Honte d'avoir fermé les yeux trop longtemps. Je me suis revue, leur donnant tout mon temps, mes économies, ma maison pour qu'ils soient tranquilles. Et je me suis dit que cette tranquillité, ils l'avaient construite sur mon silence. Au petit matin, j'ai pris une décision. Pas un cri, pas une vengeance. Une décision claire, froide, irrévocable. J'ai rangé le contrat dans une enveloppe. J'ai inscrit dessus, au stylo noir, à conserver, pièce de trahison. Puis je suis allée dans le grenier. J'y ai trouvé le vieux coffret en bois où dormaient les clés de Paul. Je les ai touchées, une à une. Et j'ai murmuré. Cette fois, c'est moi qui ferme. À partir de ce jour-là, j'ai cessé d'attendre. Le lien de chair s'était transformé en dossier administratif. Alors j'ai décidé de lui rendre sa vraie forme, juridique. Ce n'était plus entre une mère et un fils.
C'était entre deux adultes, entre deux signatures. La douleur s'était changée en lucidité. Et cette lucidité, pour la première fois, me donnait la force d'agir. Les nuits qui ont suivi la lettre du cabinet de gestion ont été longues comme des couloirs d'hôpital. Je n'y cherchais pas du sommeil, j'y cherchais du sens. Je posais la bouilloire, je versais une tisane que je laissais refroidir, puis je m'asseyais à la table, face au tas de papiers ouverts, comme des bouches muettes. La maison ne faisait plus un bruit. On aurait dit qu'elle retenait sa respiration pour m'écouter penser. Je commençais toujours par la même chose. Sortir du buffet la chemise grise, étaler le contrat d'indivision simplifié, poser à côté la lettre du notaire de Caen et, au-dessus, mon carnet vert. Sur la première page de ce carnet, j'ai écrit un titre qui m'a fait du bien, net, presque froid, dossier, effacement doux. En dessous, j'ai tracé 3 colonnes. Date, mot, acte. Je savais que si la douleur brouillait mes yeux, la méthode, elle, ne mentirait pas. Je suis remonté loin. Au printemps précédent, on garde tes clés au cas où. En été, donne-nous les codes de la banque, ce sera plus simple. En septembre, on s'occupe de ta mutuelle, ne t'embête pas. En décembre, la veille de Noël. Tu comprendras un jour. J'alignais les phrases comme des cailloux blancs. Et soudain, le chemin apparaissait. J'ai alors pris un stylo rouge et j'ai commencé à surligner les mots qui revenaient, ces mots huileux qui glissent sur la conscience et la rendent docile. Simplifier, anticiper, fluidifier, gérer. En face, dans la colonne acte, j'ai noté procuration bancaire, double des clés, dossier d'indivision, contrat prêt à signer. Tout s'articulait. Pas un complot, non, c'était pire. Une habitude. Une mécanique familiale, huilée par la bonne intention affichée. On m'avait replacé dans le rôle confortable de celle qu'on protège, jusqu'à confondre ma protection avec mon effacement. À mesure que j'écrivais, une part de moi se refroidissait. Ce n'était plus la mère blessée qui tenait le stylo, c'était la femme qui se relevait. Paul disait souvent « La clarté, c'est quand on change de lampe, pas de vérité. » Alors j'ai changé de lampe. J'ai allumé la petite baladeuse d'atelier que Paul utilisait pour inspecter ses joints de maçonnerie, et j'ai posé sa lumière blanche sur les lignes juridiques. Les ombres ont reculé. Je me suis mise à relire les petites lignes, celles qu'on ne lit jamais parce qu'elles fatiguent les yeux. À la page 3 du contrat, mandataire exclusif, habilité à louer, vendre, hypothéquer en cas de nécessité dûment appréciée. Dûment apprécié. Par qui? Par marque, désigné mandataire exclusif. À la page 5, la donatrice, moi, reconnaît être pleinement informée. Informée par quelle conversation? Aucun souvenir. Et pour cause. On m'informe, chez eux, en intercalant un baiser sur la joue et un « tu sais bien qu'on veut ton bien ». J'ai recopié ces 2 passages dans mon carnet, à l'encre noire, comme on grave. Il m'a fallu ensuite faire l'inventaire de ma part de consentement. Où avais-je dit « oui » sans dire « oui ». Dans chaque geste d'amour, peut être. Dans chaque « prenez la clé », j'ai confiance. Dans chaque « faites comme vous voulez », je n'y comprends rien. J'ai eu honte, un instant. Puis j'ai écrit « La confiance n'est pas une procuration. Elle n'autorise pas l'effacement. » La honte s'est calmée. Je me suis levée, j'ai traversé la maison pieds nus. Dans le couloir, l'ombre du porte-manteau ressemblait à un homme debout. J'ai pensé à Paul. Je lui ai parlé tout haut, comme au grand soir de froid. « Tu vois, je fais ce que tu faisais avec les murs. Je teste la solidité. Je tape ici, j'écoute là. Ce qui sonne creux, je le répare. » Je me suis surprise à sourire. Il me semblait qu'il hochait la tête. Quelque part, dans le bois. À l'aube, quand la nuit devient translucide, j'ai fait une liste d'actions. Des actions concrètes. À ma portée. 1. Lister toutes les procurations existantes et les révoquer. 2. Ouvrir un compte séparé, hors de leur champ. 3. Consulter un notaire qui n'est pas le leur. 4. Trouver une avocate pour verrouiller la suite. 5. Scanner, classer, numéroter chaque pièce et confier une copie à une personne de confiance. Mam, Robin, la voisine, par exemple. 6.
Ne plus parler sentiments avec eux. Parler date, texte, preuve. À 9 heures, quand les banques ouvrent et que les secrétariats commencent à répondre, j'ai composé le numéro de l'étude de Maître Pereiro, découverte la veille sur un petit annuaire jauni. Une voix claire m'a répondu. « Étude Pereiro, bonjour. »« Bonjour. Je m'appelle Jeanne Lemoine. J'aimerais reprendre mes droits et comprendre comment ne pas disparaître sous une signature. Est-ce un motif suffisant pour un rendez-vous ?» Un très léger silence, puis un sourire audible. « C'est un excellent motif, Madame Lemoine. Mardi, 10 heures. Apportez tout. » « J'apporterai tout. » J'ai raccroché. J'ai fermé les yeux. Une date sur un calendrier, ce n'est pas grand-chose. Mais quand on a longtemps vécu sans horizon, une date est une porte. Les 2 jours qui ont suivi ont été d'une précision presque joyeuse. J'ai vidé le tiroir au papier, créé des onglets colorés. Banque, notaire, assurance, courriers familiaux, notes personnelles. J'ai recopié au propre mes extraits du contrat, relié les messages de marque à leurs demandes administratives et agrafé à chaque ensemble une fiche contexte, effet, risque. À midi, je déjeunais debout sur un coin de table. Le soir, j'éteignais le salon tôt, comme pour économiser la lumière. La clarté, je la réservais à ma table de travail. J'ai aussi fait un geste minuscule qui m'a rendu fier. J'ai enlevé le double de la clé du portail de l'anneau où je le gardais au cas où. Je l'ai mis dans une petite enveloppe Kraft, scellée, datée, rangée. Sous l'enveloppe, j'ai écrit « On ne m'entrera plus par habitude ». J'ai dormi 4 heures sans réveil, un exploit. Mardi est arrivé. Je suis entré dans le bureau de Maître Pereiro avec ma chemise grise. Il avait ce regard qui écoute avant de décider. Je lui ai tout dit, sans larmes. Les clés rendues, la phrase « Tu comprendras un jour », l'indivision, les procurations, mon sentiment d'être passé du statut de mère à celui de mineur. Il a pris des notes, a reposé son stylo, puis a dit simplement « Vous êtes lucide, Madame Lemoine. C'est votre meilleur atout. Alors, que puis-je faire ?» D'abord, refuser par acte toute mise en indivision. Ensuite, révoquer les procurations bancaires. Enfin, rédiger un testament clair, protégeant votre volonté et, si vous le souhaitez, votre usufruit sur la maison à vie. Je vous accompagnerai à chaque étape, et une consoeur, Maître Clément, pourra couvrir le versant contentieux si besoin. Je veux tout cela. Très bien. Nous allons tout consigner. Et, Jeanne, oui? Ici, on ne vous expliquera pas un jour. Ici, vous comprendrez le jour même. Je suis sorti avec des brouillons, des rendez-vous, des mots précis. Acte authentique, révocation, testament, usufruit, conservation des droits. Ces mots, dans ma bouche, prenaient une saveur de force tranquille. Le soir, j'ai noté dans mon carnet. La douleur voulait crier. La méthode lui a pris la main. Je n'attends plus qu'on me laisse une place. Je marque la mienne par écrit. Mon silence change de fonction. De consentement, il devient stratégie. J'ai reposé le stylo. J'ai soufflé la bougie. La cire a dessiné un petit cercle parfait. Je me suis dit que ma vie redevenait exacte. Pas dure exacte. Avant de me coucher, j'ai ouvert le coffret de bois où dorment les vieilles clés. Je les ai effleurées et j'ai murmuré. Paul, j'ai retrouvé la serrure. Ce n'était pas la porte, c'était moi. Je me suis endormi avec une certitude nouvelle. Le jour où l'on comprend les mots, on cesse de signer contre soi. Dès demain, je commencerai la phase suivante. Préparer, verrouiller, laisser la loi parler à ma place. À partir de ce mardi, ma vie s'est organisée comme un chantier silencieux. Chaque jour, une action, une vérification, une signature, mais cette fois, les miennes, pas celles qu'on me dictait. Je n'étais plus la mère suppliante, ni la femme effacée. J'étais devenue la gardienne de mon propre territoire. Le matin, je commençais toujours par la même phrase dans mon carnet vert. Jour X. Je mets de l'ordre. Ensuite, je déroulais ma liste, méticuleuse, presque militaire. 1. Révoquer. La première étape consistait à retirer les armes qu'il croyait détenir. Sous la supervision de Maître Pereiro, j'ai révoqué les procurations bancaires que Marc détenait depuis 5 ans. À la banque, la conseillère,
Une jeune femme aux lunettes rondes a hésité. Mais, Madame Lemoine, votre fils est co-signataire depuis longtemps. Vous êtes sûre? Je suis sûre. Et je veux un écrit qui le confirme aujourd'hui. Elle m'a regardée avec cette compassion maladroite qu'on réserve aux personnes âgées qu'on croit perdues. Mais quand elle a vu la signature nette, droite, ferme, son regard a changé. Très bien, madame. Je m'en occupe. À la sortie, l'air m'a semblé plus léger. Une procuration en moins, c'était un souffle en plus. 2. Séparé. J'ai ouvert un nouveau compte, dans une autre agence, sous un autre code. J'y ai transféré mes économies, mes retraites, mes intérêts. J'ai pris soin de ne laisser qu'un minimum sur l'ancien, de quoi payer les charges de la maison. J'avais désormais un espace financier que personne ne pouvait atteindre. C'était mon refuge légal. 3. Notifié. Avec l'aide de Maître Pereiro, j'ai envoyé un courrier recommandé au cabinet de gestion de Caen. Une seule phrase. Je n'ai jamais donné consentement à l'acte d'indivision cité. Je refuse toute délégation de gestion et conserve la pleine propriété de mon bien. Rien d'autre. Pas d'explication. Pas d'émotion. Juste du droit. La lettre, partie le jeudi, m'a donné l'impression d'avoir lancé une flèche parfaitement droite dans la brume. Ensuite, il y eut la réorganisation des papiers domestiques. J'ai acheté une armoire à dossiers suspendus, des chemises de couleur, des étiquettes, bleu pour la maison, rouge pour la banque, vert pour les assurances, jaune pour les échanges familiaux, courriels, SMS, lettres, je notais les dates, les heures, les mots précis. Chaque message de Marc, chaque email de Claire était imprimé, classé, annoté. J'avais compris que la mémoire, seule, s'efface, mais le papier, lui, résiste. C'était mon armure. Un matin, Maître Pereiro m'a reçu à nouveau. Il avait préparé un dossier complet. Acte de rétractation de procuration, annulation de mandat de gestion, et surtout un projet de testament notarié. Je vous conseille de désigner un exécuteur testamentaire indépendant, pas familial, maté, il expliquait. Et si je voulais que tout reste en suspens jusqu'à ma mort? Il a souri. Alors vous laissez un testament scellé, avec clause d'usufruit intégral à vie. Vous restez maîtresse des murs jusqu'au bout. Personne ne pourra vendre sans votre accord. Je veux cela. L'usufruit jusqu'à mon dernier souffle. Et qui pour les héritiers? Je verrai plus tard. Pour l'instant, je protège le présent. Il a hoché la tête. Vous parlez comme une juriste, Jeanne. Non, maître. Comme une femme qui a appris la grammaire de la trahison. Nous avons signé. Ce bruit du stylo sur le papier, c'était le contraire du bruit des clés qu'on rend. C'était le son d'une porte qui se referme de l'intérieur. Puis j'ai rencontré Maître Clément, l'avocate recommandée. Petite, vive, avec un regard clair. Je lui ai tout raconté, sans pathos, comme on lit un dossier. Elle a tout noté, puis a dit « Ils ont franchi la ligne de la tutelle douce, celle où, sous couvert d'aider, on s'approprie. Vous avez bien fait de venir avant de signer. Je n'ai rien signé. Je ne signerai plus jamais sans comprendre. Alors, vous êtes déjà sortis de leur piège. Nous, on va le refermer. » Elle m'a proposé de déposer une main courante préventive, au commissariat. Ce n'est pas une plainte, c'est une trace, une date, un fait. Si plus tard il conteste, cette trace devient votre bouclier. Je l'ai fait. Dans le bureau du brigadier, j'ai prononcé calmement la phrase « Je signale un risque de manipulation patrimoniale sous couvert d'aide familiale. » Le policier a levé les yeux, impressionné. « Vous voulez dire abus de faiblesse? » Non. Je veux dire abus de confiance. Et je ne suis pas faible. Je suis sortie de là légère, presque joyeuse, parce que pour la première fois, j'avais prononcé le mot juste. Le soir, j'ai repris mes carnets et mes vieux albums. Je n'ai rien brûlé. Je les ai simplement triés. Ce qui relevait de l'amour, d'un côté. Ce qui relevait de la preuve, de l'autre. C'était étrange, presque chirurgical. Mais ce tri-là me sauvait. Il me permettait de distinguer l'histoire de la mémoire. J'ai gardé une photo. Marc, 10 ans, souriant, tenant une clé dans sa main. Au dos, j'ai écrit « Tu as commencé par ouvrir. J'ai fini par fermer. » Je l'ai rangé dans le dossier « Bleu Maison ». Une trace.
comme un sceau. Chaque matin, à présent, je recevais des appels de Maître Pereiro ou de son assistante. Une signature ici, une validation là, une attestation à récupérer. Je suivais chaque étape avec la précision d'un comptable. Quand tout fut finalisé, il m'a dit au téléphone « Tout est verrouillé, Jeanne. Plus personne ne peut agir sans vous. Et surtout, aucun acte ne pourra être pris pour votre bien sans votre accord écrit. » J'ai répondu « Merci, maître. Je n'ai plus peur. Gardez vos preuves. Et gardez votre calme. Les gens qui perdent le pouvoir font toujours du bruit. » Il avait raison. Une semaine plus tard, Marc m'a appelé. « Maman, qu'est-ce que tu as fait à la banque ? Claire n'a plus accès à ton compte, et le notaire dit que tout est bloqué. » J'ai simplement repris mes clés, Marc. Silence, puis une colère sourde. « Tu deviens parano, maman. Personne ne t'en veut. On voulait juste t'aider. Je sais. Et c'est précisément pour ça que je t'arrête maintenant. » Il a raccroché sans un mot. J'ai noté dans mon carnet. Il voulait mon bien. J'ai choisi le mien. Le soir, je me suis assise au salon, devant la bougie allumée. La flamme tremblait doucement. J'ai ouvert la fenêtre. L'air froid est entré, clair, presque neuf. Je me suis sentie à ma place, enfin. Non pas comme une mère, non pas comme une victime, mais comme la propriétaire lucide de sa propre paix. Je savais que la suite viendrait, qu'il réagirait, qu'il tenterait de me faire douter. Mais cette fois, la maison m'appartenait autant que mon silence. Et dans ce silence, il y avait désormais la loi. Les pièges les plus efficaces sont ceux qu'on ne tend pas pour nuire, mais pour se protéger. Je n'avais rien préparé pour leur faire du mal, seulement pour me garder entière. Mais quand le piège s'est refermé, il a claqué tout seul, avec le bruit sec d'une porte qu'on croyait encore ouverte. Cela a commencé par un email. Un message bref, presque administratif. « Maman, peux-tu signer le formulaire de mise à jour des taxes foncières ? C'est pour éviter un redressement, on te simplifie la vie. » Je l'ai transféré à Maître Pereiro. 1 heure plus tard, il m'a appelé. Sa voix grave. « Ne signez rien. Ce n'est pas un formulaire, c'est une demande d'accès à la gestion cadastrale. Ils veulent redevenir mandataires. Alors nous laissons faire ? Non, nous répondons. » Le lendemain, Marc recevait une mise en demeure officielle, rédigée d'une plume claire et sans émotion. Madame Lemoine n'a mandaté aucun tiers pour la gestion de son bien. Toute tentative de reprise d'accès administratif sera considérée comme un abus de droit. Une phrase, une seule, et tout leur édifice d'habitude s'écroulait. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. Je savais que ce serait lui. La colère d'un fils trahi, ou du moins, d'un fils dépouillé du contrôle qu'il croyait bienveillant. « Mais enfin, maman, qu'est-ce que tu fais ? Tu nous mets dans une position impossible. On voulait juste t'éviter les complications. » Je n'ai rien répondu. Il a continué, plus fort. « Tu te rends compte ? Maintenant le notaire nous écrit comme à des escrocs. » Claire est furieuse, elle pleure depuis ce matin. Je me suis contentée de dire calmement. « Alors dis-lui de se reposer. Ce n'est pas une réponse, maman. Tu veux qu'on passe pour quoi ? Pour des voleurs ? Je ne veux rien. Je fais seulement ce que la loi m'autorise. » Un silence, puis il a murmuré, d'une voix où la tendresse luttait contre la rancune. « Tu as changé. » « Non, Marc, j'ai retrouvé la clé. » Et j'ai raccroché. Le lendemain, ils sont venus. Sans prévenir, évidemment. Je les ai vus depuis la fenêtre, leur voiture garée devant le portail, les phares encore allumés malgré le jour. Claire tenait une chemise cartonnée contre sa poitrine comme un bouclier. Marc avançait à grands pas. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne sonne. « On peut entrer ?» Hâté, il lançait. Bien sûr, ils sont entrés, l'air tendu, les gestes secs. Claire a parlé la première, d'un ton tranchant. « Tu n'avais pas le droit d'impliquer des avocats sans nous prévenir. On aurait pu régler ça entre nous. » « Entre nous ?» ai-je répété. « Oui, en famille. » J'ai regardé le carnet posé sur la table, ouvert à la page du 15 janvier. Ils appellent la dépossession une simplification. Et j'ai senti que je n'avais plus besoin de plaider. Maître Pereiro arrive. Ai-je dit simplement. Ils se sont figés. Marc a levé les yeux, incrédule. « Tu as fait venir ton notaire ici ?»« Oui. Et mon avocate aussi. Mais pourquoi faire ? Pour parler à ma place.
La porte d'entrée s'est ouverte à ce moment-là. Maître Pereiro, costume anthracite, regard clair, portait sous le bras une chemise épaisse. Derrière lui, Maître Clément, petite et vive, saluait d'un signe poli. « Bonjour à tous. Je pense qu'une mise au point s'impose », a dit Pereiro d'une voix calme. Marc a reculé d'un pas. Claire s'est assise, sans qu'on l'y invite. Moi, je me suis tenue debout, près de la table, les mains jointes. Madame Lemoine m'a chargée de veiller à la régularité de tous les actes la concernant, a commencé Maître Clément. Nous avons constaté plusieurs tentatives d'accès non autorisé à ces biens patrimoniaux, ainsi qu'une tentative d'indivision non signée. Ces démarches constituent un abus de confiance si elles persistent. Elle a sorti de son dossier les courriers, les emails, les dates. Chaque document, posé sur la table, sonnait comme une vérité. Marc a tenté. C'était pour l'aider. On ne voulait pas. Je n'ai pas dit que vous vouliez, a coupé l'avocate. Je dis que vous avez fait. Le silence a rempli la pièce. Même la pendule semblait retenir son tic-tac. Maître Pereiro a repris. Nous ne cherchons pas le conflit. Madame Lemoine ne demande aucune compensation. Elle souhaite simplement être laissée en paix, juridiquement et moralement. Pour cela, je vous invite à signer ici. Il a sorti un document d'un bleu pâle. Renonciation à tout mandat et à toute gestion patrimoniale. Marc l'a lu, les lèvres serrées. Claire, blême, a murmuré. C'est une humiliation. Non, madame, a dit Pereiro. C'est une clarification. Marc a pris le stylo. Ses doigts tremblaient. Il a signé d'un geste sec. Puis il a levé les yeux vers moi. Tu es contente ? Je l'ai regardé longtemps, sans haine. Non, Marc. Je suis simplement en règle. Quand ils sont partis, la maison a retrouvé son calme. Maître Pereiro a rangé les papiers, satisfait. Tout est acté. Ils ne pourront plus rien entreprendre sans votre accord. Et s'ils essaient, ce sera un délit de faux ou d'abus de faiblesse. Vous êtes blindée, Jeanne. Je ne voulais pas être blindée. Je voulais juste être tranquille. Il a souri. C'est souvent la même chose, à notre âge. Avant de partir, il a ajouté « Vous avez bien fait de vous taire aujourd'hui. Le silence d'une femme qui comprend vaut plus qu'un cri. Il clôt une affaire sans procès. Je suis restée seule, debout, face à la table encore couverte d'ombre. Les signatures brillaient sous la lumière. Je les ai regardées comme on regarde un champ après la pluie. Tout semblait nettoyé, lavé. Sur la chaise où Claire s'était assise, il restait une empreinte froissée, un peu de parfum. J'ai refermé les volets, rangé les papiers, puis j'ai pris une bougie. Je l'ai posée sur le buffet et j'ai soufflé doucement dessus. La flamme a vacillé, s'est redressée, droite. Je me suis dit que j'étais un peu comme elle, encore fragile, mais debout. Le soir, j'ai écrit dans mon carnet. Aujourd'hui, la loi a parlé à ma place. Je n'ai plus crié, ni supplié. J'ai laissé les preuves respirer à ma place. Et le silence a fait le reste. Je me suis endormie tôt, le cœur calme. Le piège s'était refermé pas sur eux, mais autour de moi, pour me protéger enfin du froid. Les jours qui suivirent la confrontation furent d'un silence lourd, presque géologique. Rien ne bougeait, mais tout tremblait en dessous. Je savais que le séisme avait eu lieu. Le sol familial s'était fendu, sans bruit, mais définitivement. Le lundi, aucune nouvelle. Le mardi, un message sec de Marc. « Je respecte ta décision, mais ne viens pas dire qu'on ne t'a pas prévenu. » Aucune signature, même pas ton fils. Dans le village, les rumeurs ont circulé vite, comme toujours. On ne sait jamais vraiment comment elles naissent, un mot laissé chez le boulanger, un ton blessé chez la coiffeuse, une phrase entendue trop fort dans un supermarché. Elle a mis son fils dehors. Elle a coupé les ponts. C'est triste, à leur âge. Je ne répondais rien. Je faisais mes courses plus tôt, pour éviter les regards pleins de compassion ou de curiosité. J'avais appris que les gens confondent souvent la solitude choisie et l'abandon subi. Mais moi, je savais où j'en étais. Je n'étais plus seule, j'étais seule en paix. Marc, lui, s'est muré dans le silence. Je le connaissais trop pour ne pas deviner ce qu'il vivait, la honte d'avoir perdu le contrôle, l'humiliation de devoir expliquer à Claire qu'il n'avait plus la main, la colère de se voir déjoué par celle qu'il croyait fragile. Je ne me réjouissais pas. La victoire, chez moi,
ne portait pas de drapeau. Elle portait un carnet et une lampe allumée tard. Claire, en revanche, a réagi autrement. Une semaine après la signature chez le notaire, elle a envoyé une lettre manuscrite, chose rare pour elle. « Je ne comprends pas pourquoi vous nous traitez comme des ennemis. Nous avons voulu vous aider, pas vous dépouiller. Vous avez tout compliqué, tout détruit. Marc ne dort plus. Les enfants posent des questions. Vous aviez tout, Jeanne. Notre confiance, notre amour. Pourquoi ce besoin de revanche ?» J'ai lu, relu, puis j'ai rangé la lettre dans la chemise jaune, celle marquée « Correspondance familiale ». Je n'ai pas répondu, parce qu'il n'y a rien à répondre à ceux qui confondent reprise de pouvoir et vengeance. Les semaines ont passé, rythmées par le cliquetis rassurant de la loi. Attestation, cachet, copie certifiée. Maître Clément me tenait au courant de chaque étape. Tout était propre, irrévocable. Maître Pereiro m'a appelé un matin pour m'informer que le notaire de Caen avait confirmé l'abandon définitif du dossier d'indivision. Il m'a dit, d'un ton paisible, « L'affaire est close, Jeanne, officiellement et moralement. » J'ai souri, parce que ce mot, moralement, valait plus que tous les tampons. Mais la paix administrative n'efface pas la douleur intime. Le soir, il m'arrivait encore d'allumer le téléphone, d'attendre ce nom, Marc, appel entrant. Rien. Les jours de pluie, je pensais à lui, à ses yeux d'enfant qui cherchaient ma main quand il avait peur du tonnerre. Et je me disais qu'en voulant me protéger, j'avais peu être réveillé sa peur d'être jugé. Un dimanche, en passant devant la maison de son enfance, j'ai vu sa voiture garée. J'ai ralenti. Les rideaux étaient tirés. Je n'ai pas osé frapper. J'ai regardé le portail, celui qu'il avait repeint pour ses 10 à 8 ans, et j'ai murmuré. « Tu comprendras un jour. Toi aussi. » Dans le village, on chuchotait encore. Certaines femmes m'évitaient, d'autres m'admiraient en secret. Un après-midi, la voisine, Madame Robin, m'a arrêté en bas de la rue. « Jeanne, je ne me mêle pas, mais vous avez bien fait. Il faut se défendre, même contre les siens. Les enfants, c'est comme les murs. S'ils s'appuient trop, ils finissent par fendre. » Je l'ai remerciée d'un sourire. Elle m'a apporté une tarte aux pommes, pour la compagnie. C'est drôle, la justice silencieuse. Elle attire la bienveillance qu'on croyait perdue. Un jour, j'ai reçu un message inattendu. C'était Élise, ma petite fille aînée, 16 ans. « Mamie, papa ne veut pas que je t'écrive. Mais moi, je voulais te dire que je pense à toi. On ne comprend pas tout, mais je t'aime fort. » J'ai lu et relu ce message, jusqu'à en connaître chaque accent. J'ai répondu simplement « Merci, ma chérie. » L'amour, quand il reste, suffit à tout comprendre. J'ai su alors que quelque chose venait de se réparer, quelque part. Pas entre Marc et moi, mais à travers nous. Comme si une génération sautait par-dessus le silence pour tendre la main. Le printemps arrivait. Je passais mes matinées dans le jardin, à tailler les rosiers de Paul, à repeindre les volets bleus. Les voisins s'arrêtaient pour bavarder. La vie reprenait son rythme tranquille. Mais moi, je sentais qu'un vent nouveau circulait dans la maison. Ce n'était pas le vent du passé, c'était celui de l'après. Je recevais parfois des lettres d'institution. Confirmation de propriété, mise à jour cadastrale, attestation. Chaque papier portait mon nom, seul, Jeanne Lemoine. Pas Madame Lemoine, veuve de Paul, pas mère de Marc. Juste moi. Et ça suffisait. Pourtant, une ombre persistait, celle du vide familial. Les soirs de fête, les rires d'autrefois me manquaient. Je pensais aux Noëls anciens, aux bougies partagées, à l'odeur du sapin, aux biscuits que Marc dérobait en riant. Puis je repensais à la veille de Noël, celle des clés rendues. Et je comprenais. Il n'y avait jamais eu de rupture brutale. Seulement une lente dérive, comme une marée qui se retire. Et moi, j'avais cessé de courir après l'eau. Un soir, Madeleine, ma voisine, m'a dit « Tu as fait ce qu'il fallait, Jeanne. Maintenant, il faut vivre. Vivre sans famille? Non. Vivre avec toi-même. » Je lui ai souri. Elle avait raison. La famille, parfois, ce n'est pas celle du sang, mais celle qu'on retrouve sur un banc, un marché, un chemin. Je n'ai plus cherché à reconstruire les ponts. Je me suis contentée de les laisser là, intacts, à moitié écroulés,
au cas où un jour quelqu'un voudrait les traverser. Je ne garde pas rancune, seulement la mémoire. Et cette mémoire, désormais, ne me fait plus mal. Elle est claire. Le soir, je note encore dans mon carnet. Ils m'ont rendu invisible. J'ai appris à exister dans la lumière du silence. Et parfois, en passant devant le coffret de bois, j'entends le léger cliquetis des clés à l'intérieur. Elles ne symbolisent plus la perte, mais la justice, celle, muette, d'une femme qui s'est relevée sans crier. Quand tout fut signé, classé, clos, il restait encore la maison. Ce n'était plus une forteresse, ni même un champ de bataille. C'était une coquille vide où chaque mur portait l'écho d'un affrontement. Je n'avais plus peur de ces murs, mais ils ne m'appartenaient plus vraiment. Alors un matin, sans tristesse, j'ai décidé de partir. J'ai mis 3 jours à ranger ma vie. 3 jours, pour distinguer ce que je gardais de ce que je rendais au passé. J'ai vendu les meubles trop lourds, donné les bibelots inutiles, gardé seulement 3 caisses, les carnets, les papiers, les photos, et le coffret de bois, bien sûr celui des clés. Je l'ai glissé dans ma valise, comme un témoin. Le train pour la mer est parti à 9h14. J'avais réservé un petit studio à Cancale, en Bretagne, sur les conseils de Maître Clément qui y avait une tante. Elle m'avait dit « Là-bas, personne ne demande d'où vous venez. On vous accepte comme on respire le sel. » C'était exactement ce qu'il me fallait. Un lieu sans question. En arrivant, l'air m'a saisi. Un mélange de vent, d'iode et de lumière. La mer s'étendait comme une promesse. Vaste, sans jugement. Le studio donnait sur le port. Une seule pièce, un lit blanc, une table en bois clair, une fenêtre ouverte sur les goélands. J'ai posé ma valise, ouvert le coffret de clés, et les ai déposées sur le rebord de la fenêtre. Elles ont tinté doucement, comme si elles respiraient, elles aussi. Les premiers jours furent étranges. Le silence n'était plus celui d'un manque, mais celui d'un espace à remplir. Je marchais sur la digue le matin, un carnet à la main. Je notais les odeurs, les bruits, les visages. J'avais besoin d'écrire pour exister à nouveau. Pas des plaintes, des constats. Le vent n'a pas d'héritier. La mer ne demande pas de nouvelles. Les clés rouillent, mais les mains s'ouvrent. Chaque phrase me ramenait un peu plus à moi. Peu à peu, j'ai rencontré les gens du coin. D'abord Eliane, la boulangère, une femme ronde avec un accent doux. Elle m'appelait Madame Jeanne, puis très vite Jeannette. Un matin, elle m'a dit « Vous êtes la dame du carnet, celle qui écrit sur le quai ?»« Oui, peut être. Alors venez donc au Café du Port, on y refait le monde, doucement. » C'est là que j'ai découvert le Café du Phare, un petit lieu aux rideaux rouges où les habitués lisaient le journal en silence. Le patron, Luc, servait des cafés serrés et des phrases sobres. « Ici, madame, on parle quand on veut, pas quand il faut. » Je l'aimais bien pour ça. Les semaines ont passé, rythmées par la marée. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture tenu par une ancienne prof de lettres, Françoise, qui aimait les récits de femmes. Le premier jour, elle a demandé « Écrivez le moment où vous avez repris votre vie. » J'ai écrit. Le jour où j'ai refusé de signer, elle a levé les yeux, m'a souri et a dit « Alors, vous êtes déjà sauvé. » À partir de là, j'ai écrit chaque jour, non plus pour témoigner, mais pour respirer. Des phrases courtes, sans colère, pleines d'eau et de vent. Je les recopiais dans un cahier bleu que j'appelais « Les heures gagnées ». Un matin de mai, Eliane m'a offert une clé ancienne trouvée sur un marché. « Je l'ai vue et j'ai pensé à vous », a-t-elle dit. C'était une clé en fer, lourde, inutile, mais belle. Je l'ai accrochée à la porte du studio. Elle n'ouvrait rien, mais elle fermait tout. Le passé, le chagrin, la peur. Un soir, Luc, le patron du café, m'a confié. « Vous savez, les gens ici parlent de vous. Ils disent « la dame qui écrit et qui sourit seule ». J'ai ri. C'est déjà mieux que la vieille dame qu'on plaint. Non. Ici, on ne plaint pas. On respecte le silence. Et c'est vrai. Personne ne me posait de questions sur ma famille. Personne ne me demandait si j'avais des enfants ou pourquoi je vivais seule. Le monde s'était remis à la bonne distance. Je n'étais plus définie par ce qu'on m'avait pris, mais par ce que j'entretenais. Une lumière tranquille. Un jour,
J'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une carte postale de Saint-Aubin. La photo montrait la maison, vue du ciel. Au dos, 3 mots. Je t'écris enfin. C'était l'écriture de Marc. Aucune adresse de retour, rien d'autre. Je n'ai pas cherché à répondre. Cette fois, je n'avais plus besoin de comprendre, parce que son « enfin » suffisait. Il n'y a pas de pardon à formuler quand le silence, de part et d'autre, fait déjà le travail. L'été s'est installé. J'avais repris goût à la lenteur. Marcher sur la plage, boire un café au soleil, écouter les voix sans m'y mêler. Un après-midi, Françoise a organisé une lecture publique à la médiathèque. Elle m'a demandé de lire un de mes textes. J'ai choisi celui-ci. Un jour, mon fils m'a rendu mes clés. J'ai cru qu'il me fermait dehors, mais il m'ouvrait le monde. Quand j'ai levé les yeux, les gens écoutaient en silence. Certains pleuraient. Luc a applaudi le premier. Je me suis sentie vivante, pas comme avant, pas grâce à quelqu'un, mais par moi-même. Le soir, en rentrant, j'ai écrit. J'ai cessé d'attendre qu'on me rende justice. Le simple fait d'être debout, libre, est déjà une réparation. Je me suis versé un verre de vin blanc. J'ai ouvert la fenêtre. Le port dormait. Les bateaux grinçaient doucement contre les amarres. Le vent sentait le sel et la promesse. Je n'étais plus mère, ni épouse, ni victime. J'étais une femme, simplement, au bord de la mer, dans une vie redevenue mienne. Je me suis dit alors, à voix basse, « Je comprends maintenant ». Et j'ai souri, parce que la phrase « Tu comprendras un jour » cessait enfin d'être une blessure. Elle devenait une délivrance. Je ne sais pas quand la paix a vraiment commencé. Peut être le jour où j'ai cessé d'attendre un appel. Peut être celui où j'ai marché sur la plage sans penser à la maison. Ou peut être tout simplement ce matin-là, à Cancale, quand j'ai ouvert la fenêtre et que l'air marin a balayé la poussière du passé. La lumière entrait, claire, sans détour. J'ai compris que je n'avais plus rien à justifier, ni à pardonner, ni à regretter. Je n'étais plus une mère abandonnée, ni une femme trahie. J'étais une femme rendue à elle-même, une survivante discrète de la douceur retrouvée. Parfois, le soir, je rouvre le coffret de bois. Les clés sont toujours là. Elles ont noirci un peu, mais leur forme reste intacte. Je les prends dans ma main, je les fais teinter doucement. C'est le seul bruit de métal qui ne me blesse plus. Elles ne sont plus le symbole d'une porte fermée, mais celui d'une vérité, celle qu'on garde pour soi quand le monde vous retire tout le reste. Je me souviens du jour où Marc me les a rendues. Son regard, ses mots, « Tu comprendras un jour ». À l'époque, cette phrase me transperçait. Aujourd'hui, je souris. Oui, j'ai compris. Pas ce qu'il voulait dire, mais ce que la vie voulait me faire apprendre. Qu'on ne dépend jamais de la main qui rend les clés, mais de celle qui décide de les reprendre. Le café du port est devenu mon rituel du matin. Luc me sert toujours le même café, sans rien dire. Les habitués me saluent d'un signe de tête. Le monde autour de moi a trouvé le bon volume. Ni trop près, ni trop loin. C'est ça, la vraie liberté, une distance exacte. J'écris encore, dans mon cahier bleu. Je n'écris plus pour me souvenir, mais pour témoigner. Je veux que d'autres femmes sachent qu'il n'est jamais trop tard pour dire non, et qu'un non silencieux, bien placé, vaut tous les cris du monde. Parfois, Françoise lit mes textes à haute voix devant le groupe. Elles hochent la tête, certaines essuient une larme. Nous nous reconnaissons toutes dans cette même phrase simple. On ne nous efface pas si l'on écrit notre nom à l'encre de la vérité. Je reçois encore, de loin en loin, quelques signes. Une carte de vœux, signée des petits-enfants, un SMS maladroit de Marc. J'espère que tu vas bien. Je réponds sobrement. Je vais bien. J'espère que toi aussi. Rien de plus. Pas par rancune, par équilibre. Le lien existe, mais à la bonne température. Tiède, tranquille, comme une braise qu'on ne souffle plus. Je ne cherche plus à rouvrir les anciennes portes. Je laisse les clés dans le coffret, à leur place. Je les regarde parfois en pensant, ce sont mes preuves et ma paix. Les jours se suivent avec une lenteur apaisée. Je lis beaucoup. Je jardine un peu, sur le balcon étroit du studio. J'y ai planté des géraniums et du romarin. Ils résistent au vent, comme moi. Le soir, je regarde la mer changer de couleur bleu d'acier, puis or, puis noir. La marée monte,
descend, efface les traces, recommence. C'est une leçon que je comprends enfin. La vie n'efface pas, elle redessine. Un matin de septembre, Eliane m'a dit « Vous avez l'air heureuse, Jeannette. » Je crois. Oui. Vous ne vous sentez jamais seule? Non. Parce qu'aujourd'hui, le silence me parle comme un ami. Elle a ri, m'a serré la main, et je me suis souvenu. Autrefois, j'aurais pleuré d'entendre le silence. Maintenant, je l'écoute respirer. Le 24 décembre est revenu. 2 ans jour pour jour après celui des clés. J'ai préparé un dîner simple. Une soupe, un peu de vin blanc, un dessert aux pommes. J'ai allumé 3 bougies. Une pour Paul, une pour Marc, une pour moi. La maison sentait la cire chaude et la mer. Je me suis assise près de la fenêtre, un carnet sur les genoux. Dehors, les cloches de l'église ont sonné. Je n'ai pas ressenti de vide. Seulement une gratitude tranquille. Je n'avais rien gagné, j'avais cessé de perdre. C'était déjà immense. En refermant le carnet, j'ai écrit cette phrase, qui pourrait servir d'épitaphe, mais qui, pour moi, n'est qu'un commencement. On ne me rendra jamais la famille que j'ai perdue, mais on ne m'enlèvera plus la femme que je suis redevenue. Je l'ai datée, signée, puis j'ai soufflé les bougies. La flamme s'est éteinte doucement, sans fumée. Un silence pur s'est installé. Pas le silence du chagrin, non. Celui de la paix gagnée, enfin. Quand je me couche le soir, je pense souvent à toutes celles qui n'osent pas parler, qui se laissent enfermer dans la douceur empoisonnée de la dépendance, qui croient qu'à leur âge, il est trop tard pour agir. Je voudrais leur dire, il n'est jamais trop tard pour reprendre sa voix, jamais trop tard pour reprendre ses clés. Parce qu'on ne combat pas toujours l'injustice à coups de loi. Parfois, il suffit de se taire au bon moment, de ne plus signer, de laisser le monde constater que vous existez encore. Je vis désormais dans une clarté que rien ne trouble. Les vagues vont et viennent. La bouilloire siffle le matin. Les goélands crient, les mots s'écrivent, les jours se ressemblent. Mais à l'intérieur, tout est neuf. Je ne cherche plus la réconciliation, j'ai trouvé la cohérence. Et c'est plus fort que le pardon. Je ferme parfois les yeux, j'entends la voix de Paul. Alors, Jeanne, tu vois, les clés ont servi. Et je réponds, à mi-voix, oui, mon amour. Elles m'ont ouvert le monde. Je laisse le vent s'engouffrer, les rideaux danser, la lumière inonder le parquet. Et dans ce mélange d'air, de sel et de silence, je sens que tout est enfin à sa place. La justice n'a pas crié, elle n'a pas condamné, elle a seulement remis les choses dans l'ordre exact de la vérité. Je ferme mon carnet, je le range dans le coffret, entre les clés anciennes et la carte postale de Marc. Puis, en traçant ces derniers mots, je respire profondément, apaisé. Le silence peut aussi être une forme de justice.